Allez, on est parti pour le petit point actu hardware de la semaine. Cette semaine, on va avoir plusieurs sujets. Comme d'habitude, on va commencer avec les bons plans jeux vidéo et matériel. On est dans la semaine du Black Friday, qui est Black Friday demain, hein. Demain. Mais bon, on connaît, hein, maintenant, c'est plus seulement un jour, mais on est plutôt sur 2 semaines de promo et réduction. On va parler rapidement des promotions sur les jeux et le matériel sans détailler les promotions. Parce que sinon j'aurais pu passer 2 heures à détailler des promotions. Clairement, le but n'est pas de faire les promos une par une, mais plutôt d'orienter sur qu'est-ce qui peut être intéressant en promo lors de ce Black Friday et qu'est-ce qu'on malheureusement ne retrouvera pas en promo durant ce Black Friday. Après, si vous avez d'autres questions sur les promos sur du matériel, plutôt du matériel, hein, que des jeux, parce que les jeux après c'est chacun voit en fonction de son budget et de son matériel, mais plutôt au niveau du matériel, si vous avez des questions sur une promo en particulier, je vous invite à vous diriger vers mon Discord et poser la question sur le Discord, vu que sur Twitch, j'ai les, j'ai les liens qui sont automatiquement ban, donc ça ne fonctionne pas trop. Mais le Discord est là pour ça, n'hésitez pas. Trouvez les liens un peu partout sur mes réseaux sociaux, sur Twitch, un peu partout. Après les bons plans qui vont quand même, c'est quand même un point important, hein, de cette semaine. On va parler plus matériel, on va parler un peu de la mémoire RAM avec Thermaltake qui nous présente du petit matos sympathique qui va arriver très prochainement. Ensuite, toujours dans la mémoire RAM, mais plus dans le futur, on va parler DDR6 et ce qui va avec. Donc pas mal de choses, vous allez voir. C'est des rumeurs, ce qu'on attend, rien d'officiel, rien d'installé pour l'instant, mais c'est ce qui devrait être le futur. En tout cas, c'est ce qu'on attend de la DDR6 et des autres technologies liées. On parlera rapidement cloud gaming avec Nvidia GeForce Now qui arrive sur des téléviseurs via une application et ça c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Alors ça va pas révolutionner grand-chose dans un premier temps, mais on est sur les prémices de peut-être le futur du jeu vidéo grand public. Et moi ça m'intéresse beaucoup. On parlera encore une fois de Battlefield 2042, ça peut ressembler à la semaine dernière, mais cette fois on regardera plus les processeurs pour Battlefield 2042 et non plus les cartes graphiques. Si vous vous intéressez aux cartes graphiques pour Battlefield 2042, regardez la VOD de la semaine dernière, tout est très bien détaillé et assez, assez concis pour comprendre ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans des bonnes conditions à ce nouveau Battlefield. On parlera aussi très vite des CPU Intel, on en parle beaucoup en ce moment, mais cette fois on parlera de modèles qui sont attendus et pas encore sortis de processeurs Intel. On parlera des processeurs 12e génération portables qui devraient arriver début d'année. Et on finira avec la partie carte graphique. Alors, petit changement par rapport à d'habitude dans la partie carte graphique. J'avais l'habitude de terminer par les prix et les disponibilités, un moment très douloureux, très très douloureux. Donc j'ai décidé de ne plus faire comme ça et de commencer par les prix et les disponibilités, histoire de passer le moment difficile directement, ensuite parler de news un peu plus joyeuses qui pourraient présager un peu plus de ciel bleu pour les cartes graphiques, on espère. En tout cas, voilà le programme de notre point actu hardware pour cette semaine. Et on va pouvoir commencer direct, vu qu'il n'y a pas de questions. Bim bim bim, les bons plans. On commence par les bons plans jeux vidéo. Alors là, j'ai pris Steam. Et voilà, il y a quelques titres qui sont écrits ici avec des prix. Mais en réalité, Steam ou les autres, c'est pareil. Toutes les plateformes de vente de jeux
font des promos, vraiment toutes, hein, que ce soit les plateformes PC, donc Steam, Ubisoft Connect, GOG, euh, Epic Game Store. Qu'est-ce que j'oublie? Il y en a d'autres. Il y a le truc Origin là de EA et sûrement d'autres que j'oublie encore. Enfin, en tout cas, toutes les plateformes font des promos après sur des titres différents et des promos parfois plus ou moins intéressantes suivant les plateformes. L'avantage du PC, c'est qu'on a le choix, on a accès à toutes les plateformes et c'est quand même un sacré avantage pour trouver le jeu au meilleur prix. Mais sachez aussi que si vous n'êtes pas joueur PC, il y a des promos pour vous aussi sur les stores de consoles, donc le PS Store ou le Xbox Game Store. Je sais même pas comment il s'appelle, le store de Xbox, en tout cas le store de Xbox. Et j'imagine aussi chez nos amis de chez Nintendo, même s'ils sont un peu moins enclins à faire des promotions régulièrement, ils doivent avoir aussi, comme tout le monde, succombé à la logique commerciale du Black Friday, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et il doit y avoir des petites promos après intéressantes ou pas. À vous de déterminer si le jeu vaut son prix et s'il vaut l'investissement. C'est tout à chacun de voir. Mais sachez que si vous cherchez des jeux vidéo, peut-être pas pour les titres les plus récents, et encore, j'ai vu que par exemple sur Ubisoft Connect, on a une réduction de 30% sur Riders Republic, jeu qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que 30% c'est assez pour que je l'achète? Peut-être pas encore. Mais, mais même sur des jeux récents maintenant, on a des réducs qui viennent assez rapidement, en tout cas sur les ordinateurs. Sur les consoles, c'est un peu une autre histoire, mais ça arrive aussi au bout d'un moment avec des tarifs qui deviennent intéressants à partir d'un certain temps de vie du jeu. Faut pas forcément vouloir le dernier jeu sorti si on veut le payer au prix le plus bas, mais il y a toujours une possibilité en attendant un peu. Donc c'est quand même très intéressant et je vous invite à profiter de ces moments qui sont quand même assez nombreux dans l'année où il y a des grosses promotions sur pas mal de titres et pas mal de gros titres pour voilà, augmenter un peu votre catalogue de jeux sur vos machines et vous régaler grâce à des expériences de jeux diverses et variées, des jeux, que ce soit du gameplay ou des histoires, hein. Il y en a pour tout le monde et c'est ça qui régale. Et en plus, pendant ces moments de promo, c'est encore plus accessible et certains gros titres et, euh, et très bons jeux sont à des prix plutôt intéressants. Donc je vous invite à aller voir, à faire les différentes plateformes pour voir ce qui vous intéresse. Dernier petit point là-dessus, la plupart des plateformes ont ce qu'ils appellent des wishlists, donc des listes de souhaits. Sachez que ça peut être intéressant si un jeu vous intéresse mais vous le trouvez trop cher à un instant T. Petit ajout à la wishlist et en général vous recevez un petit mail quand il y a des promotions, des offres intéressantes sur ces titres. Donc s'il y a des jeux qui vous intéressent, qui sont actuellement trop chers, mais vous dites à un prix plus bas, je me laisserai peut-être tenter, allez-y, régalez-vous. Encore une fois, il existe plein de moyens et c'est quand même assez agréable. Là, ça va durer, bon, c'est soldes d'automne, vous voyez, ça va jusqu'au 1er décembre sur Steam, mais on va avoir les soldes d'automne, puis Noël, tout ça, donc on va rentrer dans une forte période de promotion sur les jeux vidéo. Encore une fois, peut-être pas les tout derniers, et parfois si, on voit New World ici, je vous ai dit Riders Republic parfois, donc on peut trouver des trucs sympas. Dernier point, jeux vidéo, cette semaine, comme quasiment toutes les semaines, on a des jeux offerts sur l'Epic Game Store. Des jeux qui me parlaient pas plus que ça, mais allez y faire un tour. Vous avez du coup 2 jeux disponibles gratuitement pendant une semaine que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque via l'Epic Game Store, comme à peu près toutes les semaines. Après, les jeux sont plus ou moins intéressants, ça dépend de vos goûts, mais quasiment toutes les semaines, vous avez des jeux offerts sur cette plateforme. On passe aux promos sur le matériel. Je vous avais dit hein, que j'allais pas m'étendre énormément sur les promos parce que sinon, en fait, c'était soit
Il n'y avait pas trop d'entre-deux, c'était soit je passais 1 heure à parler de chaque promotion que j'ai vue qui me semblait intéressante, j'en ai vu des intéressantes, j'en ai aussi vu, j'ai aussi vu quelques promos qui, moi, me régalaient pas, mais encore une fois, il en faut pour tout le monde. Euh, Promo matériel, on va pas faire du détail. Je vous ai pris cette news parce qu'elle parlait de promo matériel sur des PC fixes. Des promos plus ou moins intéressantes hein, quand même. Deux promos, deux configs. Une config avec une 3060 Ti et un Ryzen 5 3600. 3600, pas 3600X. Pour 1350 euros, hein, ce qui est quand même cher. Tout ça à cause des cartes graphiques, hein, bien sûr. Là, c'est une promo de 250 euros. Donc 1350 à la place de 1600. Dans ce prix-là, ce qui vous coûte très cher, c'est la 3060 Ti. Bien sûr, c'est pas le Ryzen 5 3600, ni la carte mère, ni la mémoire RAM, ni le boîtier, ni quoi que ce soit d'autre. C'est surtout votre carte graphique hein, qui va vous coûter une blinde. Après, ça a l'avantage d'être livré, monté et prêt à l'usage. Donc 1350 euros quand même pour cette config équilibrée. Équilibrée. 3060 Ti. On n'est pas sur un boîtier très haut de gamme, hein. Vous voyez, c'est celui-là, boîtier couleur master. On n'est pas sur grand chose de très haut de gamme, mais on est sur du fonctionnel et du relativement quand même performant hein, là-dessus. Pour du jeu vidéo, par exemple, ça fera très très bien l'affaire. Deuxième config, 3080 Ti, donc on monte directement en gamme. On monte aussi en gamme au niveau du boîtier, on passe sur du Corsair 4000D. Voilà, juste peut-être le processeur. Alors encore une fois, pour du gaming, ce sera très bien. Ça fait toujours un peu mal de mettre une 3080 Ti avec un i5. Mais si vous faites du gaming, c'est souvent ce qu'on conseille, hein, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de plus qu'un i5. Moi, c'est mon côté l'équilibre en toute chose qui me, ça me bloque un peu. Mais sinon voilà, hein, ça reste des configs relativement bonnes. Ça reste très cher parce qu'ici on est à 2500 euros. Encore une fois, une grosse partie du prix vient de la carte graphique qui est très chère. Au niveau du reste, on est sur des choses plutôt classiques. Une carte mère un peu plus haut de gamme sur la version, sur la config à 2500 euros. Un peu normal. Par contre, au niveau de la mémoire, bah on régresse un peu, ce qui est un peu étrange, mais il y a eu des choix de fait, hein. C'est toujours pareil, hein, les configs prémontés, il y a des choix de fait pour que il y ait un rapport qualité, prix, performance, bénéfice intéressant pour tout le monde. Donc voilà. Mais je voulais surtout utiliser plutôt plus que vous montrer ces deux configs qui sont pas spécialement ultra intéressantes. Je préfère ne pas vous mentir là-dessus. Moi, ça m'envoie clairement pas du rêve. Mais bon, à, à l'heure actuelle, les cartes graphiques plombent un peu toutes ces histoires de config gaming. Je voulais vous parler plus des promos sur le matériel en général. Sachez que si vous attendez des promos sur les cartes graphiques, laissez tomber. Peut-être qu'au Black Friday 2022, on en aura, mais on n'en est même pas sûr. Donc pour cette année, les cartes graphiques sont toujours au plus cher et toujours très peu disponibles. Il n'y aura aucune promotion intéressante sur les cartes graphiques. Malheureusement, hein, je préférais vous dire autre chose, mais ce sera le cas. Si vous voyez des promos très intéressantes, ce sont probablement des scams. Voilà, triste à dire, mais la réalité. Par contre, si on enlève les cartes graphiques, le reste devrait être pas mal au niveau de pas mal de composants de PC. On devrait avoir des promos intéressantes, notamment dans le classique, les mémoires, hein, que ce soit le stockage ou les mémoires RAM. On devrait avoir, comme d'habitude, des promos intéressantes, vu qu'on a en plus l'avènement des nouvelles technologies avec, pour la mémoire RAM, par exemple, la DDR5 qui arrive, qui est en pénurie absolue, mais qui arrive, et donc qui va faire que la DDR4 va baisser tranquillement. Et aussi, les professionnels vont un peu diminuer leur stock, alors doucement, mais ils vont diminuer leur stock. Donc, il peut y avoir des bonnes promos sur la DDR4. Sur
sur les supports de stockage, donc disques durs, les disques durs ils sont en promo quasiment toute l'année, hein, là-dessus il n'y a pas trop de problème. Les SSD, un peu pareil, peut-être qu'il va y avoir des promos un peu intéressantes sur des SSD très performants, donc PCI Express 3.0 haute performance ou PCI Express 4.0, du matériel qui est encore plutôt cher. Et après, bah, les processeurs, ça devrait être pas mal. AMD a déjà commencé à baisser un peu ses prix. Intel a des prix plutôt agressifs en ce moment. Tout ce qui est refroidissement, ça c'est pareil, hein, on n'est pas trop sur des pénuries, donc on devrait avoir aussi probablement des promos intéressantes. Peut-être que au- en enlevant les cartes graphiques, le seul autre secteur où il y aura peut-être pas trop de promos, c'est les alimentations. On a vu que c'était un peu tendu encore, les alimentations, mais sinon le reste c'est cool. Et après les accessoires, clavier, souris, écran, tout ça, c'est pareil, hein, il doit y avoir des trucs plutôt intéressants. Les consoles de jeux dernière génération, il n'y aura pas de promo. Euh, c'est déjà assez dur de s'en procurer. Mais tous les composants PC, en enlevant bien sûr les cartes graphiques et peut-être les alimentations, tout le reste, ça va plutôt bien. Donc ça peut être une bonne période pour se faire une config. Si vous avez déjà votre carte graphique ou si vous êtes prêt à attendre votre carte graphique et avoir, je sais pas, une partie graphique intégrée en attendant. Tout le reste, ça devrait y avoir des promos intéressantes. Demain, c'est normalement le pic de promotion, normalement. Donc à vous d'aller chercher la meilleure promotion sur le matériel qui vous intéresse. Et encore une fois, si vous avez des questions sur un matériel spécifique, une promo, savoir si le matériel semble bon ou si la promo est intéressante, je vous invite à venir faire un petit tour sur le Discord, de dire bonjour, bonjour, j'ai une question bien gentiment et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous rediriger vers quelqu'un de plus compétent que moi pour vous répondre. Ah oui, parce que vous savez, la réponse je ne sais pas, c'est pas interdit. Et parfois, il vaut mieux dire je ne sais pas plutôt que dire des conneries. C'est important. C'est important de savoir dire qu'on ne sait pas. Et oui. Voilà, on en a fini avec les promos. J'y ai pas passé trop de temps, je suis content. Je voulais pas y passer trop de temps, donc tant mieux. Et on va parler un peu de Thermaltake qui nous parle de DDR5. Comme beaucoup, là c'est la course au lancement des produits DDR5. On a vu que c'était la course au lancement des produits, mais en termes de prix et de disponibilité, on est plutôt côté carte graphique. Il n'y en a pas trop, c'est très cher. Et là, Thermaltake qui nous avait teasé, hein, de toute façon on le sait, ils vont tous se lancer dans la DDR5, là-dessus il n'y a aucun problème. Tous ceux qui font de la DDR4 aujourd'hui vont faire le pas parce que c'est la suite logique. On s'attendait à ce que Thermaltake nous présente, comme souvent, plusieurs kits avec plusieurs fréquences, euh, à commencer par les 4800 MHz qui sont la base de la DDR5, mais on a vu que ça pouvait monter bien plus haut. Et visiblement, eh ben, ils font les petits joueurs. Ils font clairement les petits joueurs parce qu'ils nous annoncent uniquement un kit classique DDR5 4800 MHz et rien d'autre pour le moment, comme on voit ici. On voit aussi, petit teasing pour la news suivante, on voit un joli refroidisseur pour mémoire vive, refroidisseur liquide, donc plutôt marrant. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas sûr, mais c'est plutôt marrant. Et en plus, on y voit un écran. Donc on va le voir juste après, mais du coup, voilà, Thermaltake, DDR5, logique, mais petits joueurs, uniquement les versions très basiques, classiques de DDR5 dans un premier temps. Je sais pas pourquoi ils se lancent pas un peu plus rapidement. Peut-être parce que AMD n'a pas encore son matériel compatible DDR5, mais c'est encore un petit peu timide et un peu lent ce passage à la DDR5 et la présentation des produits. On devrait normalement avoir une flopée d'annonces de kits DDR5 au début d'année lors du CES, hein. Donc pour l'instant, ils sont pas, visiblement, ils sont pas méga pressés.
ça s'entend. Et on repasse du coup à voilà, un Waterblock RAM avec un écran. Euh, voilà, là ils ont mis le truc fanboy, truc asiatique, mais vous pouvez, j'imagine, y mettre pas mal de choses. Euh, on n'a pas le prix, on n'a pas grand-chose, hein, à part ce visuel. On n'a pas grand-chose, hein, on ne sait pas les capacités de refroidissement non plus. On a les dimensions, ce qui est déjà pas mal. Euh, vous pouvez vite savoir si ça rentre ou pas dans votre config. On a les deux, l'entrée-sortie du coup du liquide sur le même côté. Ça peut poser des problèmes. Peu dommage qu'on n'en ait pas quatre et le choix d'ouvrir ceux dont on a besoin. Ça aurait été une conception un peu plus compliquée, certes, mais une installation bien plus pratique et bien plus polyvalente. Euh, donc voilà, est-ce que ça a un intérêt? Pas méga convaincu. Est-ce que c'est stylé? Oui, carrément. Est-ce qu'on adore mettre des écrans sur tout et n'importe quoi? Bien sûr. Bien sûr que oui. Donc, euh, donc voilà, un petit waterblock pour RAM. Ce sera probablement jamais dans les, dans les PC des gens, à part dans les configs qu'on voit sur les salons. Mais j'aime beaucoup l'idée. Moi, vous savez, si vous rajoutez des écrans partout, ça me délire. C'est un peu comme le RGB. Je me dis que dans le pire des cas, bon, le problème c'est souvent le prix, on va pas se mentir, mais dans le pire des cas, eh ben, on ne s'en sert pas. Vous avez des trucs pleins de RGB, vous pouvez toujours désactiver le RGB. Donc, après, c'est chacun fait comme il le souhaite, les goûts, les couleurs. On n'est pas là pour juger, mais ça me fait marrer que ça existe, même si ça n'a pas une grande utilité, soyons honnêtes. On parle de la mémoire du futur, rapidement, même si on sait, on a eu les premiers matériels compatible DDR5 avec la 12e génération d'Intel. C'est pas disponible et c'est hors de prix, hein. La DDR5, si vous comptiez voilà, faire la transition rapidement, évitez. Vraiment, si vous n'avez pas une utilisation vraiment spécifique de type professionnel avec besoin d'énormément de mémoire vive, n'achetez pas de la DDR5, c'est très cher. C'est uniquement compatible avec du coup les processeurs Intel 12e génération et les cartes mères spécifiquement compatibles DDR5 et du coup qui ne sont pas compatibles DDR4, ce qui pose des problèmes, qui sont aussi plus chers. Et c'est très dur d'en trouver de disponibles, des kits DDR5, et c'est hors de prix pour l'instant. Donc ne faites pas la transition tout de suite, attendez un peu, ça devrait devenir plus abordable. Mais si on est passé à la DDR5, c'est qu'on travaille déjà sur la DDR6, hein, vous imaginez bien. Et c'est Samsung qui nous parle tranquillement de la DDR6. Pour l'instant, rien d'officiel parce que tout ça n'a pas été normalisé et faut qu'il y ait des instances voilà, qui valident le terme DDR6 et les caractéristiques techniques associées. Mais voilà, c'est déjà en marche, on le sait. Qu'est-ce qu'on devrait y gagner? Bah, normalement, toujours la même chose, hein, des débits toujours, enfin des fréquences plus élevées, des débits plus grands. Faut voir aussi, et ça je peux pas vous dire pour l'instant, et je suis pas sûr que les chercheurs qui travaillent dessus soient aussi capables de le dire pour l'instant, mais il faut voir au niveau de la latence, parce qu'on a vu quand même que le passage de la DDR4 à la DDR5 augmente quand même beaucoup la latence de ces mémoires. Donc il faudra voir aussi là-dessus. Mais il n'y a pas que la DDR6, parce qu'on parle souvent de la mémoire vive, mais la mémoire vive, elle existe pour plein de choses, et effectivement, on a la RAM, mais on a aussi la mémoire vive dédiée sur les cartes graphiques, on a la mémoire vive pour ordinateur portable, on a la mémoire vive pour les téléphones portables, et tout ça aussi, ça arrive tranquillement. Bien sûr, Samsung, ils se font leur pub, hein, parce qu'ils font beaucoup de mémoire, donc ça les arrange bien de parler de ça. Mais petit teasing sur du coup la DDR5 pour les PC portables et les téléphones portables avec ces deux technologies. Alors sauf que là il manque un P normalement, mais c'est pas grave, on dira qu'on n'a pas vu. Et on parle aussi de la mémoire pour les cartes graphiques, donc la GDDR6
Plus qui devrait arriver relativement bientôt hein, pour nos cartes graphiques, notamment haut de gamme, avec du coup une augmentation de la bande passante. Et dans le futur, la version GDDR7, c'est pas facile à dire, hein, qui devrait arriver dans un peu plus longtemps. Encore une fois, une histoire d'augmentation de la bande passante pour avoir des mémoires toujours plus rapides et pas forcément toujours plus de mémoire, mais surtout des mémoires toujours plus rapides. Donc ça travaille dur hein, chez Samsung. En même temps, c'est un de leurs gros secteurs d'activité, hein, de faire des puces de mémoire. Donc ils ont tout intérêt à rester dans la course des nouvelles technologies et aussi de la capacité de production. On a vu que aujourd'hui la capacité de production compte beaucoup. Mais en tout cas, ça arrive tranquillement, sans parler des technologies HBM qui, eux, voilà, sont réservées plutôt à du matériel professionnel, on en avait déjà parlé, qui sont des mémoires encore plus performantes, mais qui sont aussi très largement plus chères. Donc pas pour tout le monde, mais quand on est à la recherche de performance, notamment pour les secteurs pro, on est prêt à payer un prix plus élevé. En tout cas, encore des beaux jours à venir dans la mémoire et des bonnes évolutions déjà en préparation. Petit point cloud gaming, ça me régale de parler de cloud gaming parce que honnêtement, je pense, ce n'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, mais je pense que le cloud gaming est clairement une des technologies qui permettra de rendre accessible à un maximum de monde le jeu vidéo, vu qu'il ne nécessite pas de matériel dédié ou alors du matériel peu performant dédié. Et ça c'est quand même un truc assez incroyable. On a vu l'essor du jeu mobile, hein, le jeu mobile qui est... alors j'ai pas les chiffres, mais j'imagine quand même un des plus gros secteurs du jeu vidéo dans le monde, euh, vu que on est dans un monde où la plupart des gens ont un smartphone, peu importe, et de plus en plus, même dans les pays en voie de développement. Et dans les pays plus pauvres que dans les zones plus pauvres que l'Europe par exemple. Et du coup, bah, le cloud gaming, c'est pareil. C'est vous avez n'importe quoi. Ça peut être un smartphone, ça peut être un PC portable bureautique, ça peut être ici une télé. Et vous pouvez jouer à un jeu vidéo dans des bonnes conditions, avec une bonne expérience, que ça soit en termes de graphisme. Donc, il faut que ça soit beau, mais il faut aussi que ça soit fluide, parce que voilà, un jeu qui lag, même s'il est beau, ça nous énerve vite. Donc tout ça, sans avoir à acheter soit une console de jeu qui a, pour nous, l'Europe a un prix déjà, déjà plus correct qu'un PC. Hein. Une console, ça vaut 500 euros. Un PC à 500 euros, ça fait pas tourner beaucoup de jeux, alors que votre console vous promet comme une expérience en 4K. Si on va parler de LG, qui du coup intègre le service Nvidia GeForce Now, qui est un service de cloud gaming euh, un peu, un peu spécial hein, comme service de cloud gaming parce que vous achetez vos jeux et ensuite s'ils sont compris dans le catalogue GeForce Now, ça vous permet d'y jouer en cloud euh, si vous avez acheté le jeu avant et que vous avez synchronisé vos bibliothèques. Donc on n'est pas sur une plateforme de cloud gaming où on va acheter un jeu pour ensuite pouvoir y jouer. Il faudra d'abord avoir acheté le jeu. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant même, parce que là, c'est le début de... Vous avez une Smart TV, ce qui est de plus en plus récurrent aussi. Hein. La plupart des gens qui achètent une télé aujourd'hui achètent une Smart TV. Une Smart TV. Du coup, ça devient, euh, ça devient quasiment une norme, en tout cas dans les nouvelles télévisions. Si vous avez une télévision d'il y a 20 ans, peu de chance pour que ça soit une télé connectée, même si maintenant on a les box internet qui font un peu le média pour connecter votre télé si elle-même n'est pas connectée de base.
Donc, pour tout le monde. Ici, pas vraiment pour tout le monde, malheureusement. Mais le principe est quand même que dans le futur, à partir du moment où vous avez une télé, elle est censée être connectée. Et donc, à partir du moment où vous avez une télé, elle peut potentiellement devenir console de jeu avec une expérience des graphismes de haute qualité, une expérience fluide, sans avoir à avoir une console, un PC. Donc c'est vraiment démocratiser le jeu pour tout le monde. Problème à l'heure actuelle du cloud gaming, c'est plutôt l'expérience utilisateur, hein. Déjà, c'est dépendant de votre connexion. C'est déjà le plus gros problème, hein. Aujourd'hui, il faut avoir une connexion vraiment robuste et stable pour avoir une bonne expérience de jeu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous êtes en connexion 4G, oubliez. Si vous êtes sur une connexion ADSL, c'est compliqué. Il faut en général avoir une fibre, faut avoir en général avoir la fibre ou de la VDSL de plus, du genre avoir 50 mégas de manière stable, ce qui n'est pas donné à tout le monde encore à l'heure actuelle, même en France. Dans d'autres pays, ça l'est peut-être, mais chez nous, pas encore. Et là, en plus, bah, LG, c'est le début. Et en vrai, on se dit au début, voilà, LG est quand même grosse marque de télé, va y avoir beaucoup de modèles pris en charge, et en fait, pas du tout, parce qu'on a seulement voilà, du très haut de gamme récent. Donc du 4K OLED, du QNED, du mini LED et du nano cell, donc les segments les plus haut de gamme des télés LG, et en plus de 2021. Donc le matériel dernier cri haut de gamme. C'est bien, c'est pas pour tout le monde encore, mais ça se répand, sachant que le service GeForce Now, il est déjà accessible depuis longtemps hein, sur plusieurs plateformes. Bien sûr, Nvidia Shield, qui est le matériel dédié qu'avait lancé Nvidia à l'époque, sur PC Windows, macOS, Chrome OS, Android et le navigateur Safari pour les iPhones et les iPads, vu que Apple ne veut pas intégrer dans son App Store les, euh, les applications de cloud gaming, que ce soit GeForce Now ou Stadia ou le, euh, le cloud du Xbox Game Pass. Ça ne sera jamais sur l'App Store, ils ne veulent pas. Donc ça passe par Safari pour les utilisateurs Apple. C'est en vrai une très bonne nouvelle. C'est juste un début, mais ça reste une très bonne nouvelle qu'LG s'y mette. LG qui est quand même un gros acteur du marché des télévisions, hein, on va se mentir. Il donne un peu, ou en tout cas on espère qu'ils vont donner un peu la mesure et que tout le monde va leur emboîter le pas. Et moi j'y crois, ça va, j'y crois au cloud gaming. Honnêtement pour moi c'est vraiment le moyen euh, avec le mobile de répandre le jeu vidéo pour tout le monde, que ça soit accessible, plus compliqué et que il n'y ait plus à se dire oui, moi j'aimerais jouer à ce jeu-là, mais j'ai pas la bonne console ou alors mon PC il est pas assez puissant pour. Là c'est vraiment la solution un peu parfaite pour le joueur casu qui se dit je veux jouer à ça, j'ai pas envie de me poser la question de quel matériel il me faut, je veux juste voir le jeu me dire je veux ça et bim bam boum en 2 frames pouvoir le lancer et jouer. Et c'est ça la promesse du cloud gaming, ce qui est quand même une très grosse promesse. Le problème, le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que effectivement les solutions de cloud gaming déjà sorties n'ont pas réussi à conquérir tout le monde, notamment à cause des problèmes de connexion, hein, toujours ça, hein, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de connexion, hein, tout le monde n'a pas accès à la fibre. Euh, le jour où tout le monde aura accès à une connexion puissante et stable, donc en gros la fibre partout ou une connexion mobile très performante et stable. Personnellement, j'ai pas eu la chance de tester la 5G, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas si la 5G
arrive enfin à être puissante et stable. La 4G ne l'était pas, malheureusement. Ça a été une des grosses promesses qui n'a pas été tenue, hein. La 4G était une évolution flagrante par rapport à la 3G, certes, mais ne permet toujours pas d'avoir, par exemple, pour du jeu en ligne en temps réel, c'est compliqué. Ça reste compliqué, malheureusement. Donc on verra, mais je trouve ça bien que des gros acteurs s'y mettent et on verra si les autres emboîtent le pas, mais ça devrait. À noter en plus que du coup, les télé LG ont un système d'exploitation propriétaire qui s'appelle WebOS. Donc ce ne sont pas des Smart TV Android. Donc c'est aussi bien que voilà, ça se dispatche un peu sur tous les systèmes. Et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup qu'on arrive, que je vois ce monde où n'importe quelle télé peut se transformer en console de jeu avec un jeu qui se lance instantanément. Ça me fait rêver, vraiment. C'est pas pour tout de suite, mais ça me fait rêver. Puis il faut dire qu'il y a eu des échecs aussi. Petite pensée à Stadia, hein, notamment. On continue en parlant de Battlefield 2042. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais partie carte graphique. Aujourd'hui, on va parler des processeurs. Je vais pas tout détailler, mais je vais vous ressortir ce qu'il faut en retenir de ces différents tests, parce qu'il y a eu quand même 24 processeurs qui ont été testés. Alors bien sûr, on a les dernières générations, Intel 12e, Intel 11e, Intel 10e et même 8e. Les Ryzen 5000, 3000 et 2000. Ils ont testé un peu de tout pour voir. Et, euh, et je sais pas pourquoi ils ont mis une image ultra pixelisée. C'est un peu dommage. Alors, est-ce que si je... Non, bah non, ça met juste des bandes noires sur le teco, donc c'est pas mieux. Dommage. Mais du coup, oui, très pixelisé. En vrai, on s'en fiche un peu hein, de ce graphique. Ce qu'il faut retenir, parce que moi je suis allé lire tout ça, voir tous les tests avec les différents réglages, les différentes résolutions. Il faut savoir que déjà Battlefield est un des jeux qui demande, qui nécessite un processeur quand même robuste. Souvent dans le gaming, on dit que voilà, un processeur avec 6 cœurs qui n'est pas trop ancien, donc avec 6 cœurs qui tourne relativement vite, ça marche très très bien pour quasiment tout. Et bah voilà, BF fait partie fait, fait partie de la petite minorité où c'est pas toujours vrai. Il y a certains jeux comme ça où ils vont un peu plus piocher dans le processeur que d'autres. Et effectivement, Battlefield nécessite un peu plus de puissance. Encore une fois, si vous avez un processeur 6 cœurs performant, ça va tourner. Mais il se peut, c'est possible que votre processeur limite un petit peu les performances, soit, soit la source de la limitation, si vous avez à côté une carte graphique haute performance. Attention, hein, si vous avez un i5 et une 1660, votre i5 va pas saturer, mais si vous avez un i5 et une 3090, là, peut-être que si vous aviez un i7 ou un i9, vous auriez quelques images par seconde en plus. C'est bien possible. Du coup, on recommande, au vu des tests, plutôt un processeur avec 8 cœurs. Et là, vous êtes sûr de pas être limité au niveau du processeur. Ou alors de l'Intel 12e génération qui honnêtement s'en sort très très bien. Même le i5, il est vraiment, vraiment au top et ne limite pas. Voilà. Donc Intel 12e génération ou processeur 8 cœurs pour, pour ne pas être bridé dans votre expérience de jeu. Et sinon, autre petit point qui, pour le coup, je trouve intéressant, vous me con- vous n'êtes peut-être pas d'accord et vous me contredirez peut-être, mais visiblement, Battlefield fait partie de ces jeux où augmenter la résolution ou baisser la résolution
n'impacte pas grandement les performances. Et ça j'avoue que je suis quand même plutôt surpris. Euh, que ça soit, bon, comme d'hab, hein, la 4K c'est quand même très exigeant, mais 1440p et 1080p, on est sur des performances qui sont très proches. Et voilà, c'est pas, on n'a pas une différence significative alors que ce sont quand même des résolutions différentes. C'est c'est assez étonnant. Ça arrive parfois. Alors, comme d'habitude, il y a des histoires d'optimisation et tout, mais ça, on saura jamais. Mais voilà, c'est en tout cas ce qui ressort de ces tests. Du coup maintenant, vous avez, grâce à 2 VOD, euh, le moyen de faire votre config parfaite pour jouer à Battlefield 2042 sans être limité par votre matériel. Bonne chance à vous, surtout pour trouver des cartes graphiques. Avant de parler de cartes graphiques, justement, on va parler rapidement d'Intel et de ses processeurs de 12e génération, mais plus particulièrement de ceux pour les PC portables qu'on attend avec impatience. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, hein. Déjà parce que les processeurs portables d'Intel de 11e génération, ils étaient arrivés un peu de façon un peu étrange, certains en 14 nanomètres, d'autres en 10, on n'avait pas trop compris où ils voulaient en venir, et du coup on était un peu perdu. Ceux en 10 étaient plutôt bien, mais ceux en 14 quand même pas terrible. Du coup on savait pas trop lesquels étaient en 10 et lesquels étaient en 14. C'était un peu le bazar. On veut la 12e pour que ça soit simple et qu'on puisse dire à n'importe qui demande des conseils sur les PC portables, prends de l'Intel 12e génération, tu seras bien. Peu importe lequel, ça sera bien. Donc moi j'attends ça. En plus on attend du coup l'arrivée de la compatibilité DDR5 sur les PC portables. Et aussi, pourquoi pas, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas dans un futur pas trop lointain, du déstockage en PCI Express 5.0 pour les machines haut de gamme, hein, parce que ce sera des SSD qui vaudront une blinde dans un premier temps. Mais aussi de savoir comment ça s'en sort au niveau de la consommation. euh, du coup, consommation, chauffe, autonomie, tout ça est lié bien sûr sur les PC portables. Et bah, Apple a frappé assez fort, hein, avec ses puces M1, M1 Pro, M1 Max. Donc, ils ont frappé très fort en termes de performance, mais aussi en termes de consommation. On attend pas mal de Intel pour savoir ce que eux valent et comment ils s'en sortent avec leur nouvelle architecture Big Little, qui normalement aussi a été imaginée et conçue pour que sur les plateformes mobiles, ils arrivent à faire des processeurs toujours haute performance. Ils savent faire la haute performance, mais en allant réduire la consommation, chose qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire sur les versions de bureau. Parce qu'on a vu que par exemple le i9, 12e génération, alors oui, il envoie du lourd, ça je suis d'accord, mais il vient aussi ponctionner du lourd sur votre secteur, et le résultat c'est que ça chauffe pas mal aussi, hein. Tout ça est toujours lié, bien sûr. Donc, euh, donc on attend de voir. Ça devrait être annoncé début d'année, euh, parce que là, du coup, ils sont en train de livrer et bon, on s'attend à ce qu'au CES, on ait une flopée de nouveaux PC portables équipés de cette 12e génération. Mais j'attends surtout de voir les tests de performance, parce que ça, c'est important quand même de savoir ce que ça vaut par rapport aux anciennes générations de processeurs Intel, mais aussi et surtout l'autonomie par rapport à la concurrence, notamment Apple, qui là-dessus, on peut pas dire autre chose que a frappé un très grand coup grâce à leur nouvelle puce. Donc est-ce qu'ils seront capables d'être au niveau? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils seront au-dessus en termes de performance? Je l'espère pour Intel, parce que sinon ça risque d'être compliqué si on est inférieur en termes de performance et une consommation plus importante. Il y a un moment, ça risque de poser des problèmes. Mais on verra, ça va vite arriver. Et on devrait avoir quand même beaucoup d'annonces lors du CES. Ça risque d'être un événement riche.
en annonce de produits. On passe au moment dur. Vous êtes prêts? Moi, je sais pas si je suis prêt, hein. Allez, on y va quand même. Petit point prix et disponibilité des cartes graphiques. Si vous êtes prêts à pleurer, c'est maintenant. Voilà, on est sur Top Achat, hein, comme d'hab. Sélection d'uniquement les cartes graphiques gaming. Toute gamme, hein, mais gaming, pas les cartes graphiques bureautiques. Donc s'il y avait des 1050, elles seraient présentes. C'est juste qu'il n'y a pas de 1050. En même temps, la dernière fois, on avait une 1050 Ti à 240 euros. On n'a pas envie de revoir ça. Mais on a du coup les premiers prix des cartes AMD 6600 XT à 640 euros, 6700 XT à 990 euros, et après on passe la barre des 1000 euros. On retrouve d'autres 6700 XT, une 3070 Ti à 1270 euros, très cher, et 6900 XT à 1700, là aussi très cher. Et bien sûr, ça grimpe, on a certaines cartes qui arrivent et même dépassent les 2000 euros avec des 3080 Ti. 3080 Ti qui sont en général plus chers que les 6900 XT. Très cher du coup. Sachant qu'en plus, on n'a pas de 3090 ici présente. On rappelle, 3090, Founders Edition, 1550 euros en France. Aujourd'hui, la 3080 Ti la moins chère est à 1900 euros. Voilà, à vous de juger les prix. Mais ça fait mal, c'est très peu disponible et l'entrée de gamme n'existe pas. Parce que quand on voit carte graphique gaming la moins chère à 640 euros, c'est trop cher. Donc voilà, heureusement que c'est une opération spéciale, hein. Mais tout ça est trop cher et trop peu disponible. On pleure des larmes de sang comme chaque semaine en voyant cette page. Et on continue avec les news qui font pleurer des larmes de sang. On en avait déjà parlé, hein. La hausse sur les cartes graphiques AMD. On avait vu que la 6700 XT avait pris un bon plus 10%, plus 12% visiblement. Euh, on nous annonce une hausse généralisée d'au moins 10% sur la totalité des cartes. On ne sait pas, c'est le point un peu technique, on ne sait pas si cette hausse généralisée d'environ 10% va s'additionner aux hausses déjà présentes ou si les hausses déjà présentes sont juste le résultat de ces hausses de 10%. On ne sait pas. Par contre, on sait d'où ça vient, ce qui est déjà pas mal. On sait, et ça c'est pas non plus une bonne nouvelle, on sait que c'est TSMC. On sait que c'est TSMC. Augmentation des prix de TSMC, TSMC qui fabrique pour tout le monde. À voir. Euh, à voir si du coup cette augmentation est-ce qu'on va se remanger 10% ou est-ce qu'on se les est déjà mangés? On ne sait pas. Ce qui fait peur aussi, c'est que beaucoup de gens font fabriquer par TSMC. Alors, il y a certains matériels qui ne vont pas pouvoir changer de prix. On pense notamment à tout ce qui est matériel Apple, hein. Ils vont pas annoncer un changement de prix sur que ce soit les, les puces M1 ou les iPhones. Mais, euh, mais visiblement, sur les cartes graphiques, oui. Sur les consoles aussi, il y a peu de chances d'avoir une augmentation des prix. Mais on peut penser par exemple à la future génération de processeurs AMD qui peut du coup potentiellement être à des prix bien plus élevés à la sortie. Il faudra attendre et voir. Mais ça reste une très mauvaise nouvelle, sachant d'autant plus que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup trop de monde en tout cas se tourne vers TSMC pour fabriquer leurs puces. Euh, Seule petite... voilà, je vais vous balancer une petite news pour contrebalancer toutes ces mauvaises histoires. On a quand même Samsung qui est en train de lancer le chantier d'une nouvelle usine aux États-Unis pour potentiellement faire de la gravure en 3 nanomètres.
d'ici 2024. Donc, petite usine au Texas, là, de chez Samsung. Espérons que... Alors moi, je suis ni pro TSMC ni pro Samsung, hein, j'ai pas d'intérêt ni dans l'un ni dans l'autre, mais je préfère que tout le monde ne soit pas soit chez l'un, soit chez l'autre, parce que derrière, ça pose toujours des problèmes. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent à Samsung, ils ouvrent une petite usine, peut-être moyen de leur faire produire vos puces, et que tout le monde ne soit pas dépendant de TSMC. Parce que par exemple, on sait que Intel va se tourner vers TSMC pour les futures générations de processeurs qui seront dans des finesses de gravure plus basses que les 10 nanomètres qui sont actuellement maîtrisés par Intel. Donc on verra. Mais pas une super nouvelle, on va pas se mentir. Continue de parler de cartes AMD. Avec ça, c'est une meilleure nouvelle, bien meilleure. AMD qui commence à nous teaser ces RX 6400 et 6500 XT. Donc enfin, et ça fait tellement longtemps que je les attends et que je les demande, ces cartes entrée de gamme dernière génération. On les attend aussi du côté de Nvidia, hein. Nvidia n'a toujours pas de 3050 de bureau. Moi, je les veux. 3050, 3050 Ti, je les veux. Donc sortez-les et dépêchez-vous. AMD parle, ça veut dire que ça va sortir bientôt. Après, est-ce qu'ils seront capables d'avoir du stock et de maintenir les prix proches des prix de sortie? Ça reste la grande question. Par contre, je ne sais pas trop quoi attendre en termes de performance de ces cartes qui sont annoncées quand même comme de l'entrée de gamme, oui, mais au vu des caractéristiques données, ça fait pas non plus rêver. Seulement 4 Go de mémoire dédiée. Euh, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça va donner. Des cartes qui devraient être accessibles. Là, on parle de moins de 200 $ pour la 6400. J'espère quand même que la 6400 sera à moins de 200 $. euh, Sachant que du coup, chez nous, moins de 200 $, ça se retrouve souvent à plus de 200 €. Euh, Allez comprendre. Euh, mais ça devrait arriver. 6600, 6500 XT et 6400. Moi, j'aimerais voir ces entrées de gamme, hein. Parce que là, la carte la moins chère à quasiment 700 €, ça en décourage plus d'un. Donc, allez-y, sortez-les. Bon, ça devrait être, encore une fois, une des annonces du CES, on espère. Et j'attends aussi Nvidia, hein, avec les 3050. Please. Toujours carte graphique AMD, une petite carte graphique qui est refroidie par liquide cooled, refroidi par liquide. Euh, on va le dire en français quand on n'est pas sûr de notre prononciation en anglais. Et alors, assez étonnant, mais c'est une carte faite par AMD. Voilà. Ça devait pas être pour nous, normalement. Dans un premier temps, c'était réservé au marché asiatique. Et visiblement, il y en a quand même quelques-unes qui se retrouvent jusqu'en Europe. Donc, plutôt marrante, à des prix pour le coup corrects. Euh, alors, tout est à remettre dans le contexte, mais ici on est à 1750 euros. Et on est sur une carte refroidie par liquide avec du coup un radiateur, un ventilateur en plus. On est en plus un peu boosté avec de la mémoire un peu plus performante et des fréquences un peu plus élevées que sur les versions classiques. Donc plutôt sympa et moi j'aime bien je regrette, mais je comprends. Je comprends d'un point de vue économique, mais je regrette que AMD comme Nvidia ne fassent pas suffisamment de cartes. Euh, et, euh, et ne décline pas des modèles. Voilà, par exemple, Nvidia fait uniquement ses Founders Edition sur certains modèles, hein. Tous les modèles n'ont pas eu le droit à leur Founders Edition. Et en plus, ils ne font pas, par exemple, de cartes refroidies par liquide. Voilà, c'est toujours des beaux objets. En général, en termes de gain en performance par rapport à la différence de prix, on est rarement dans des trucs qui sont vraiment intéressants. euh, Voilà, d'un point de vue purement technique, mais c'est des beaux objets, c'est des belles démonstrations technologiques. Donc moi j'aime bien.
moi j'aime bien et je regrette que Nvidia ne le fasse pas. Voilà, petite pique à Nvidia, faut bien créer la concurrence. Bien sûr, on va parler un peu d'Nvidia, parce on aime parler de tout le monde et justement mettre l'accent sur cette concurrence. On va parler d'une 3060, une toute petite 3060, toute mignonne. Regardez-moi ça, une 3060 de chez Galax. Alors on est dans un format tout mini avec un seul ventilateur. En termes de prix, on l'a pas, mais c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle va coûter pas cher, hein, croyez-moi. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien. On n'en a pas encore vu. Bon, même si les 3060, c'est dur d'en acheter. On n'a pas trop vu de ces petits modèles qui vont dans les mini PC type ITX. Des petits modèles qui sont quand même fortement appréciés et qui maintenant, bon, comme d'habitude, hein, tout le monde n'a pas la place d'avoir une grosse tour chez lui, pas la place ou pas l'envie d'ailleurs. Et voilà, ce genre de petites cartes rentrent dans des tout petits boîtiers et en termes de performance, on est quand même sur des trucs plutôt sympas. Alors bien sûr, on sera pas, voilà, hein, c'est la physique, on ne sera pas au niveau des performances des versions plus grandes, mais on ne sera pas très loin non plus. Donc c'est un compromis suivant ce que vous voulez, mais je la trouve adorable. Je la trouve adorable et si jamais Galax en a en trop, je serais très très chaud de les essayer. Très curieux aussi, je serais très curieux de voir vraiment concrètement la différence en termes de performance entre ce modèle petit et un modèle taille standard avec deux ventilateurs. Je suis sûr qu'on n'est pas si loin que ça. Même si toujours un peu sceptique sur ces mini appareils, je serais très curieux. Dernière news Nvidia, on va parler de cartes, pas pour le gaming cette fois, des cartes pour miner de la crypto-monnaie avec les CMP et ici le modèle 170HX qui peut permettre de miner jusqu'à 165 MHz par seconde de manière complètement passive. Ça c'est très intéressant quand même. Euh, Quand on dit de manière complètement passive, ça veut dire qu'il n'y a pas de ventilateur, on est uniquement sur des radiateurs qui permettent la dissipation de chaleur assez efficacement pour les cartes. Donc assez intéressant. On est du coup sur un truc plutôt robuste. On a de la mémoire, on a 8 Go de mémoire, ce qui est pas beaucoup, mais par contre c'est de la HBM2E, donc très haute performance. Consommation entre 200 et 250 watts. Quand elle est réglée sur 200 watts, elle fait donc 165 MHz par seconde. C'est stylé. En termes de prix, ça l'est beaucoup moins parce qu'elle vaut 5000 $. Donc voilà, si vous voulez acheter ça pour la rentabiliser, peu compliqué. Je comprends que les mineurs préfèrent se tourner vers des 3080 ou 3090 qui sont quand même bien moins chers, même si à des prix totalement abusés, bien moins chers. Et alors bien sûr, pas aussi performante même avec une 3090, on n'atteint pas les 165 MHz par seconde, mais on n'en est pas si loin que ça. Peut-être avec une consommation un peu plus élevée d'énergie, peut-être, mais pour un prix quand même bien plus bas que 5000 $. Heureusement, les 3090 ne valent pas 5000 $. Ça me ferait très mal quand même. Mais voilà, ça continue de sortir, c'est pas du tout destiné aux particuliers, hein. Là, on est vraiment sur du matériel destiné aux personnes qui veulent se lancer dans le business du minage de crypto-monnaies et louer un hangar et investir des millions pour acheter des cartes graphiques. Et du coup ça se rentabilise au bout d'un moment, hein, j'imagine, mais ça reste très très cher et ça va clairement pas permettre de soulager les acheteurs de cartes graphiques gaming pour miner de la crypto-monnaie. Parce qu'ils vont continuer à acheter des cartes graphiques gaming qui sont bien plus accessibles que ces cartes dédiées au minage de crypto-monnaie. Un peu dommage, hein. C'était une bonne idée. C'est une bonne idée de lancer des cartes dédiées au minage. Sauf que visiblement, alors moi personnellement, je mine pas de crypto-monnaie, donc je peux pas vous dire.
mais visiblement les mineurs n'ont pas été très intéressés. Alors soit parce que c'est pas assez performant, soit parce que c'est trop cher, soit un combo des deux. Mais ils préfèrent encore et toujours aller scalper les 3080, 3090, 3070, pas les versions TI qui sont du coup limitées. D'ailleurs, visiblement, le LHR tient, vu qu'on n'a pas de nouvelles de son contournement, mais visiblement, ça n'a pas été la solution. Dommage. On finit les cartes graphiques avec un autre acteur, un acteur qu'on attend de pied ferme, Intel, qui nous tease des cartes graphiques depuis bien trop longtemps maintenant. On va parler de deux modèles différents. D'abord la version Access, donc entrée de gamme, la DG2 128 EU. Falloir changer, falloir leur donner des petits noms plus sympathiques. Une carte qui normalement serait là pour concurrencer voilà, l'entrée de gamme. Donc on n'a pas de version dernière génération d'entrée de gamme, donc on compare au 1650, 1650 Super, qui sont du coup les dernières cartes entrée de gamme sorties par Nvidia. Et on espère que ce sera, que ce sera à la hauteur. Par contre, en termes de prix, le teasing est intéressant. 179$ pour une 1650, 1650 Super. Ça nous intéresse. D'autant plus qu'on a vu une 1050 Ti, ça vaut 240€ à l'heure actuelle. Donc pour moins cher, avoir plus performant, on prend. Je suis chaud. Après, à voir ce que ça vaudra. Parce que là, c'est ce qu'on nous annonce. Mais en vrai, on n'a pas un petit graphe qui nous montre les performances comparées à une C50 ou C50 Super. On sait qu'on aura 4 ou 6 Go de mémoire. On compare rapidement aux 4 Go des 6400 et 6500 XT. Donc ça peut être intéressant. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. À part que on devrait avoir dans un premier temps les versions mobiles et dans un second temps les versions de bureau. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. J'allais dire ça me déçoit un peu. Non, ça me déçoit pas. Je trouve ça dommage parce que moi ça m'intéresse. J'ai plus d'intérêt pour les versions de bureau. Mais dans la logique d'Intel, c'est normal que ça soit d'abord les versions mobiles. En plus, j'imagine qu'ils feront une petite annonce. Nos processeurs mobiles 12e génération arrivent accompagnés de nos cartes graphiques dédiées mobiles. Je le sens bien, je le sens bien comme ça. Peut-être que ce ne sera pas le cas, hein, mais c'est ma vision des choses. Et, euh, et après, dans un second temps, les versions de bureau. J'espère, j'espère. On a encore beaucoup de zones d'ombre sur ces cartes. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. On sait qu'ils vont les sortir. On sait que c'est pour très bientôt. Visiblement, ça devrait être d'abord les versions mobiles, puis les versions de bureau. Mais en termes de qualité, de performance, de prix, on ne sait pas trop où on va. Donc j'ai vraiment... mais on en attend beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Vraiment, j'en attends... et j'attends aussi qu'ils viennent bousculer un peu ce marché des cartes graphiques dédiées qui est... voilà, on a en réalité deux acteurs qui sont Nvidia et AMD. Et, et pas... il y a du mal à avoir de la concurrence et une vraie bataille, que ce soit en termes de prix, tout ça. Bon, forcément, le manque de disponibilité n'aide pas. Mais à part la course aux performances, ça se fait pas trop la guerre non plus. En tout cas, en termes de prix, pas trop. Et je pense que Intel, avec potentiellement leur capacité de production en masse et donc avoir la possibilité de, de sortir un produit et de le garder disponible massivement, ça peut bousculer un peu le truc. Donc j'en attends beaucoup et on verra. On verra. Je peux pas prévoir l'avenir malheureusement, mais on sera là pour en reparler. Et on finit toujours avec les cartes graphiques Intel, pas le même modèle. Modèle normalement le plus haut de gamme, donc la DG2 512 EU, qui était annoncé pour aller titiller les 3070, 3070 Ti de Nvidia.
Il y a eu des petites fuites d'un passage dans un logiciel de benchmark d'un de ces modèles. Alors, on est sur des modèles prototypes, hein, donc ça reflète plus ou moins le produit final attendu. Mais visiblement, on est quand même assez loin de TI, les 3070, 3070 Ti, vu qu'on est plutôt au niveau d'une 2060. Carte correcte, hein, qui permet encore aujourd'hui, enfin qui permet aujourd'hui de jouer à la plupart des jeux dans des bonnes conditions. En Full HD, après, dans les définitions supérieures, ça peut être un peu plus délicat, mais en Full HD, ça marche très très bien. Par contre, on est du coup plutôt loin, voire très loin des performances d'une 3070 et encore plus une 3070 Ti. Mais on est sur un prototype, on n'est pas sur une annonce du tout officielle, on est peut-être sur quelque chose qui est largement moins performant que le produit final. On ne sait pas. En tout cas, on voit ça, on juge. Euh, mais voilà, par exemple, on prend ce petit point, on a une fréquence à 1329 MHz, sachant qu'on s'attend à des fréquences de 2100 MHz. Potentiellement, on peut augmenter les performances et la puissance de ce matériel. On verra. Mais n'empêche, 16 Go de mémoire, tout ça, il y a moyen d'avoir une carte relativement robuste qui permettrait de jouer à la plupart des jeux, même dernière génération, peut-être pas dans toutes les résolutions et peut-être pas avec tout le temps tout à fond, mais à la plupart des jeux, dans des graphismes élevés. Encore une fois, il faudra attendre le prix et la disponibilité pour savoir si c'est vraiment intéressant ou pas, mais j'en attends vraiment beaucoup de ces cartes Intel, surtout les cartes de bureau, plus que les cartes mobiles, même si je serai attentif à la sortie des versions mobiles pour savoir ce que ça vaut en termes de performance, parce que ça restera les mêmes architectures et des cartes qui seront, enfin des puces qui seront faites de la même façon. Normalement, elles seront plus performantes sur les versions de bureau, vu qu'on n'a pas les mêmes limitations en termes d'émissions de chaleur ou de consommation. Et voilà, ça conclut notre point actu hardware de la semaine. Est-ce que j'ai traîné ça va en vrai. J'ai pas tant traîné que ça, je suis plutôt content de moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des trucs. Comme souvent, je vous invite à me faire des retours pour m'aider à progresser et à améliorer le contenu. Je vous invite aussi à venir me voir sur Twitch en live si vous n'êtes pas en live, parce qu'il y aura une petite VOD pour YouTube. Et, euh, et si vous avez des questions, le meilleur endroit, c'est soit en live, soit sur le Discord. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Nous, il y a toujours les commentaires YouTube euh, auxquels je réponds aussi quand je peux. Et si les commentaires sont intéressants. Voilà, ça conclut notre point actu hardware de la semaine. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour des nouvelles news, du nouveau hardware et j'espère des prix de cartes graphiques un peu plus corrects, mais ça je l'espère chaque semaine et ça n'arrive jamais, donc je pense que ça restera à l'état d'espoir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce point actu et à la semaine prochaine.